modérer cette causerie. Donc déjà, bienvenue à chacun d'entre vous qui suivez en direct cette causerie via ma chaîne YouTube, et également aux personnes qui sont connectées pour participer à cette causerie. Avant de démarrer, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, une rapide présentation. Donc, je suis Antonio Silveira, donc j'ai plus de 25 ans d'expérience en développement local et en coopération internationale, et j'ai donc travaillé de nombreuses années à la fois dans des organisations de solidarité internationale, mais aussi sur les questions de développement local, et plus particulièrement au sein d'une organisation de jeunesse qui s'appelle la Jeunesse ouvrière chrétienne, mais également pendant plusieurs années comme animateur au Secours catholique Caritas France dans le diocèse de Saint-Étienne, qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes. En 1999, j'ai intégré l'équipe du CIEDEL, qui est le Centre international d'études pour le développement local, qui est un institut universitaire de l'Université catholique de Lyon, et j'ai été détaché auprès du programme à l'époque RESACOP, qui aujourd'hui est un groupement d'intérêt public, et ma mission était d'accompagner, de conseiller les organisations de la région Auvergne, enfin la région Rhône-Alpes à l'époque, sur leurs projets de coopération internationale. Ça pouvait être des associations, mais aussi quelques collectivités territoriales, et donc là c'était plus de la coopération décentralisée. En 2014, j'ai quitté RESACOP pour intégrer, on va dire, l'équipe de chargé de mission et de formation du CIEDEL, où j'avais plus en charge la validation des acquis de l'expérience. Et le CIEDEL, c'est une structure de formation qui forme différents acteurs à travers le monde, et je vous conseille vivement, pour ceux qui ne connaissent pas, de visiter la page du CIEDEL. Depuis quelques mois, je suis auto-entrepreneur, et donc je propose mes services de conseil, d'appui, de renforcement des compétences aux acteurs engagés en développement local et en coopération internationale. Alors, vous me direz, pourquoi cette causerie? Alors, très régulièrement, je suis sollicité par des organisations, alors ça peut être des ONG, des élus de collectivités territoriales, des agents de développement, mais également par des citoyens qui souvent discutent avec moi pour avoir des informations, des conseils. Et une des questions qui revient souvent, c'est comment trouver des financements pour permettre de monter des projets. Alors, cette question de mobiliser des financements pose, me semble-t-il, aussi la question de quel partenariat veut-on construire pour mobiliser des financements. Alors, c'est l'objet de cette causerie, donc on ne va pas parler de financement, mais surtout de comment engager ou renforcer, quand on a déjà des partenariats, différents partenariats, et plus particulièrement des partenariats entre acteurs dits du Sud, entre guillemets, et acteurs dits du Nord, et plus particulièrement la France. Alors, cette causerie a trois objectifs principaux. La première est de renforcer les compétences des uns et des autres, de favoriser les échanges et le dialogue, et de favoriser également des partenariats, pourquoi pas, entre différents acteurs. Alors, les modalités de cette causerie, donc il y a des personnes qui sont connectées soit par la vidéo, soit par le son. Et à la fin de la présentation du diaporama, pour ceux qui le souhaitent, vous serez invités à réagir, à poser vos questions. Il y a également un chat qui est disponible, vous pouvez le trouver sur la visioconférence, pour poser également des questions si vous le souhaitez. Je vous demanderai simplement de pouvoir dire votre nom, votre structure et votre pays, pour qu'on puisse identifier qui est qui et d'où vous intervenez, de quel type d'éléments. Alors, la causerie donc va se dérouler en trois temps. Il y aura un premier temps avec un diaporama. Ce diaporama aura 4 grandes parties. La première partie sera intitulée « Qu'est-ce que le partenariat ?» La seconde, les enjeux du partenariat, qui sera assez courte. La troisième, le partenariat comment, qui sera un petit peu plus longue. Et la quatrième, comment faire pour développer des partenariats. Et là, j'essaierai de vous montrer des outils, alors c'est plutôt des sites internet, qui vont vous permettre d'identifier comment connaître les acteurs qui interviennent, pourquoi pas, dans votre pays. Le second temps sera un échange d'expérience si on a le temps et si vous le souhaitez. Et un troisième temps, on verra si on peut poser des perspectives sur le plus long terme.
Donc là, maintenant, je vais vous présenter le diaporama et je vais donc passer en partage d'écran pour pouvoir vous présenter le diaporama qui est en train de se mettre en place. Le voici. Donc ça, je vous l'ai déjà exprimé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que le partenariat? Alors, il y a une définition. Le partenariat est la relation entre un ou plusieurs organisations pour la mise en œuvre de projets à court ou long terme qui reposent sur la coopération, respectant l'égalité de pouvoir des parties. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Voilà, je recommence. Excusez-moi. Hop. Voilà. Donc, je recommence. Donc, voici la définition. Donc, qu'est-ce que le partenariat? Donc, le partenariat est la relation entre un ou plusieurs organismes pour la mise en œuvre d'un projet qui peut être court ou long et qui repose sur la coopération, qui respecte l'égalité de pouvoir des parties et qui se base sur l'échange, la confiance, le respect des engagements, la transparence et la réciprocité. Donc, une définition, c'est un processus dynamique qui doit s'inscrire dans la durée sur des compétences données et une vision partagée. Dans ces définitions, quand on parle de projet, c'est pris au sens large. Il s'agit à la fois de projets de solidarité internationale, mais également de projets de renforcement de capacités ou de projets politiques ou sociaux. Alors, les enjeux du partenariat, alors ils peuvent être à la fois positifs ou négatifs. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais quelques enjeux positifs. Donc, il peut y avoir le partage et les échanges d'expériences, de nouvelles compétences qui vont être acquises ici et là-bas. Ça peut être l'occasion, l'opportunité d'avoir des équipements et du matériel. Ça peut légitimiser l'organisation et les projets. C'est une connaissance mutuelle entre deux acteurs, donc une reconnaissance. C'est une valorisation aussi des expertises capitalisées et c'est un appui conseil qui peut être réciproque. Les enjeux négatifs, donc cela demande du temps, de l'investissement. Cela parfois peut imposer du règle. Plus souvent, ces règles vont du nord au sud, même si aujourd'hui la tendance bouge. Ça peut être perçu comme, pour certains comme une perte d'autonomie et pour certains peut être perçu également comme une inégalité des rapports entre les acteurs des pays et des acteurs qui peuvent être français, par exemple. Alors, le partenariat, comment? Alors, quelques éléments pour mettre en œuvre un partenariat. Donc, il y a des principes fondateurs. Le premier qui est l'existence d'une alliance entre les différents acteurs concernés. Donc, cela passe par un engagement mutuel vers un but commun déterminé et également par une intention clairement exprimée pour un travail en commun. Cela sous-entend également la recherche d'une réciprocité. On entend par là des échanges successifs et réguliers d'idées, d'avis, de sentiments qui permettent de se connaître et aussi de se reconnaître. Et c'est aussi des objets d'échange clairement choisis et identifiés, bien entendu, en commun, d'où cette recherche de réciprocité. La présence d'intérêts particuliers qui peuvent être différents. Chacun des partenaires a ses propres motivations, ses propres attentes, ses propres habitudes, ses ressources, elles peuvent être humaines, matérielles et financières, à partir desquelles il va pouvoir identifier avec l'autre les points communs et choisir et négocier avec l'autre ce qui va être mis dans le pot commun pour l'action partenariale. La définition partagée des attentes, ça peut être par exemple la concrétisation du partenariat qui passe par la définition préalable des résultats attendus en commun. Donc, c'est des actions qui peuvent être entreprises grâce à la relation qui va être établie entre les deux partenaires. La construction d'un projet commun, donc ce projet commun, c'est le projet qui est choisi et défini en commun, représente, on va dire, l'idée qui va être matérialisée de faire une action en commun
à travers à la fois l'expression de buts, d'objectifs en commun, de stratégies à mettre en œuvre, de moyens humains à mobiliser, etc. Et enfin, le partage de ressources, de responsabilités et de pouvoir. Outre le partage d'idées, le partenariat implique des moyens, le partage de moyens, d'obligations et de droits répartis entre les partenaires pour satisfaire la gestion du projet et entretenir la confiance réciproque. La prise en compte également de liens politiques et économiques. Dans le cas d'un partenariat, les partenaires sont liés par une ambition, ils sont liés aussi par des orientations en commun et des actions qui peuvent être politiques et économiques en rapport avec le choix de développement. Ça veut dire que ces actions-là, elles sont ancrées dans la société, elles sont ancrées dans un projet de société, elles sont ancrées sur des besoins des acteurs locaux et donc elles rentrent également elles peuvent rentrer dans des politiques publiques, d'où l'intérêt également quand on monte des projets de coopération entre partenaires, d'identifier comment le projet que l'on est en train de mettre en œuvre s'inscrit également dans des politiques publiques locales et comment il va renforcer la réponse à des besoins et renforcer la réponse faite par les acteurs d'un territoire, qu'ils soient services publics, mais également autres acteurs de la société civile. Une perception aussi qui évolue dans le temps. C'est vrai qu'au début, le partenariat, il part à partir d'une idée et il faut toujours avoir en tête que ce partenariat, il peut évoluer et qu'il faut toujours prendre en compte cette évolution, les interdépendances qui peuvent se jouer entre les différents partenaires et essayer de réfléchir à toutes ces questions-là. Donc, on peut dire que, pour résumer un petit peu déjà ce temps, c'est que la relation partenariale se caractérise donc par 4 éléments clés. Le premier, c'est un projet commun et donc des intérêts communs. Le deuxième, c'est une relation qui se construit dans le temps. C'est un partage égalitaire du pouvoir. On doit co-décider, co-maîtriser, co-mettre en œuvre les actions et un partage égalitaire de la responsabilité. Et je dirais que c'est une co-responsabilité. Alors, sur le plan plus opératoire, la démarche peut également se résumer ainsi. Cela passe par la réalisation d'un diagnostic partagé et concerté des problématiques. C'est-à-dire que sur un territoire donné, on va essayer d'identifier les enjeux du territoire, les forces entre différents acteurs, qu'est-ce qui se joue sur un territoire, le rôle des pouvoirs publics, de la collectivité territoriale, le rôle des ONG locales, le rôle des ONG internationales qui sont présentes, le rôle des habitants, et essayer d'identifier un petit peu qui fait quoi, les besoins exprimés par les différents habitants en fonction du but de votre organisation ou de l'objet de votre organisation, pour essayer d'avoir un diagnostic. Et ce diagnostic est dit partagé parce qu'il doit être co-construit avec l'ensemble des différents acteurs. Un autre point qui est important, c'est la définition des rôles, qui doit être concertée, régulièrement évaluée et éventuellement redéfinie en fonction de l'évaluation des besoins. C'est-à-dire qu'on doit vraiment savoir qui fait quoi dans le projet et entre les différents acteurs. Un autre élément, j'y reviendrai dans un moment, c'est l'élaboration collective de conventions qui vont permettre d'avoir un cadre juridique de partenariat entre les différentes organisations. L'autre élément, c'est également la nécessité d'avoir également des espaces et des mécanismes de suivi et évaluation de cette coopération partenariale. Et également, donc, quand je veux dire des mécanismes de cette coopération, c'est-à-dire aussi des valeurs qui jouent entre les différents acteurs, mais également un suivi et évaluation également. Donc, c'est suivi et évaluation, on va dire, de l'organisation, des organisations et un suivi et évaluation également des actions qui sont menées. Et pour ça, c'est dans la mise en œuvre du projet que l'on définit également les critères d'auto-évaluation et d'évaluation qui vont être pris en compte tout au long du projet. C'est également l'obtention de moyens financiers qui doivent être diversifiés et recherchés par l'ensemble des partenaires des deux pays. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement à l'acteur dit du Nord qui doit rechercher des financements, mais c'est également collectivement. Et j'y reviendrai aussi dans un moment, on ne doit pas mettre en avant dans une recherche de partenaires la dimension financière, c'est bien la dimension humaine, la dimension de projet, de vision partagée de la société qui va être le ciment de cette coopération.
et également la mobilisation de ressources humaines, le respect mutuel. Et ces ressources humaines, elles sont les ressources humaines des différents acteurs que sont les membres, les cadres de vos ONG, de vos collectivités territoriales ou autres, mais c'est également la relation, les échanges d'expériences et la capitalisation d'expériences qui va se mettre en œuvre entre votre organisation et d'autres organisations à travers le monde. Alors, sur le plan stratégique, la démarche, elle passe, on dirait, par une phase de réflexion. Dans la pratique, hein, on peut distinguer deux grands types de partenariats. Il y a le partenariat de relation, qui est en fait l'objet du partenariat et la mise en valeur d'une relation que les acteurs souhaitent privilégier sur le long terme. Ils se contractualisent souvent par une convention de partenariat, ce qu'on appelle généralement une convention cadre, qui est plus, on va dire, une convention institutionnelle. Et le deuxième type de partenariat, c'est ce qu'on appelle le partenariat projet. Comme son nom l'indique, c'est un partenariat sur le projet ou en tout cas sur les actions et les activités mises en œuvre et qui a plus une convention opérationnelle qui va être signée entre les deux parties. Mais bien entendu, parfois on peut retrouver dans une même relation deux types de partenariats, à la fois le partenariat de relation et le partenariat de projet. Alors, comment cela se passe? Donc, il est important d'évaluer la faisabilité d'un partenariat. Le premier temps, on va dire, c'est de proposer. Il s'agit dans un premier temps de prendre contact avec le ou les partenaires potentiels pour vérifier la capacité d'intervention, c'est-à-dire est-ce qu'on va intervenir dans les mêmes domaines d'action, la proximité de vision sur les enjeux partagés, l'enrichissement mutuel souhaité et l'intérêt potentiel que vous avez entre les deux partenaires pour un même partenariat. Il s'agit également de développer un argumentaire. Pourquoi on souhaite monter un partenariat, l'intérêt du partenariat pour le partenaire que l'on recherche. Le domaine, c'est se présenter. Il s'agit pour chaque acteur de prendre le temps de se présenter, de se connaître. Avons-nous les mêmes motivations? Portons-nous les mêmes valeurs? Parlons-nous le même langage? Partons-nous les mêmes notions d'un projet de société, d'un projet de territoire et quelles sont les problématiques en commun? Et également, l'autre point, c'est l'analyse des intérêts réciproques. Donc, une fois vérifiée la pertinence du choix du partenaire, son intérêt pour le partenariat et la convergence de vues et de motivation, il est nécessaire donc d'approfondir l'analyse des intérêts respectifs à construire et mettre en œuvre le partenariat. Alors, quel intérêt pour l'alliance? Nos intérêts, les intérêts du partenaire. Quelle demande financière? Quel appui méthodologique, institutionnel, etc. Quel lobbying avons-nous besoin de mettre en œuvre ensemble pour faire évoluer, pour défendre une cause, etc. Alors, ces attentes, elles doivent être compatibles avec les orientations de nos organisations, notre stratégie, notre mode de fonctionnement et les moyens que nous avons disponibles. Et le troisième point, c'est négocier pour définir clairement les intérêts réels, les intérêts communs, les intérêts respectifs. Alors, un autre élément que je peux vous donner, c'est que souvent, pourquoi vouloir engager une relation dans la durée avec un acteur privé ou public? Il faut savoir que souvent, la première approche ou les premières motivations, en tout cas des acteurs ici en France, elles sont souvent de l'ordre émotif ou rationnel. En effet, hein, souvent, les acteurs, des acteurs français, ça peut être des élus, des membres d'ONG ou des personnes à titre individuel qui vont dans un pays et elles vont se prendre d'amitié pour une personne dans un pays où une cause va attirer leur attention et à un moment donné où une amitié va se créer entre deux élus et à partir de ce moment-là, des actions de coopération vont pouvoir se mettre en œuvre. Mais il est important de savoir en fait pourquoi, quelles sont ces émotions, hein, quelles sont ces valeurs qui nous animent, quelles sont ces motivations. Et il est important pour soi, mais également pour son partenaire, de pouvoir écrire un petit peu ces motivations. Et ces motivations vont nous servir de fil conducteur pour l'organisation de ces relations futures que l'on souhaite engager avec un partenaire ou que l'on souhaite renforcer avec un partenaire.
Alors souvent, donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'action démarre souvent sur un coup de cœur. Le plus souvent, mais pas toujours, les motivations sont ensuite évoquées de manière à justifier la poursuite de l'action, à convaincre d'autres personnes à s'engager. Hein, on voit souvent des élus ou des ONG qui vont partager leurs motivations, leurs valeurs, et c'est ces valeurs-là, ces valeurs humaines, j'allais dire, qui vont donner envie à d'autres personnes de s'engager parce qu'elles vont y trouver un intérêt commun. Ces raisons évoquées comme moteur à l'engagement d'une association ou d'une collectivité locale sont diverses et la plupart, elles sont parfois entremêlées les unes aux autres et elles peuvent être émotionnelles et affectives, d'ordre éthique ou religieuse, politique à partir d'une analyse des relations internationales. Un autre élément également, c'est sur quelle base engager les relations de coopération. En fait, il faut essayer de sortir ce qu'on appelle ici du cahier de doléances à une relation partenariale. En effet, alors là, c'est le point de vue souvent ressenti en France quand on sollicite des organisations pour le partenariat, c'est que souvent, les demandes qui viennent tiennent souvent du cahier des doléances ou d'une liste à l'après-vert, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire que parfois bah, ça démotive et on n'a pas envie de s'engager dans cette démarche-là. Et puis souvent aussi les questions financières viennent également euh, comme un petit grain de sable parce que voilà, les besoins sont énormes et l'argent manque parfois pour conduire tout ça. Donc il est important que chacun des partenaires ait un positionnement explicite qui doit être connu sans ambiguïté par son partenaire. C'est-à-dire qu'il faut que collectivement, dans les pays et en France et dans d'autres pays, on réfléchisse ensemble à quelle approche de la solidarité internationale on veut mettre en œuvre, quel appui à l'organisation de la société civile, quel type d'apport financier on veut contribuer à mettre en œuvre, etc., etc. Mais aussi comment on conçoit le partenariat. Est-ce que c'est une mainmise, je vais dire, du nord vers le sud, ou est-ce que c'est vraiment un échange réciproque, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais toutes ces choses-là doivent être posées clairement et co-réfléchies entre les différents partenaires. Et puis, le domaine qui me semble crucial, c'est aussi quelle vision du développement local vous avez entre les partenaires des pays et des partenaires, on va dire, en France et en Europe. Quelle vision partagée du monde vous avez? Quel projet de société vous avez pour vos concitoyens? Ces valeurs, ces domaines-là, vous devez vraiment échanger ensemble pour pouvoir élaborer et construire des relations partagées. L'autre point, c'est fonder les relations sur des perspectives partagées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est passer du transfert de ressources à des perspectives partagées. C'est-à-dire que les acteurs, ici et là-bas, vous pouvez agir sur des domaines autour de l'enfance, autour de l'environnement, autour du droit LGBT, enfin, et j'en passe. Et donc, vous devez essayer de construire un partenariat sur des intérêts qui vont être réciproques. C'est-à-dire que ces intérêts-là doivent, bien entendu, venir appuyer vos démarches de projet en Afrique, plus particulièrement en Asie, pourquoi pas en Amérique latine ou ailleurs. Mais ces projets-là doivent également venir renforcer les pratiques des acteurs ici en France. C'est-à-dire que l'action que vous devez élaborer ne doit pas aller que dans un sens. C'est-à-dire que si vous montez un projet en commun entre deux partenaires, ce projet-là doit également avoir un retour sur les acteurs ici en France et doit également renforcer le partage d'expériences qui vont permettre, pourquoi pas, à des acteurs ici en France de réfléchir autrement à l'éducation populaire ou d'autres domaines. Mais ça, c'est vraiment, je crois, pour moi, quelque chose d'important et souvent qui est souvent oublié. Voilà, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire, et donc de pouvoir construire un projet autour d'une problématique commune. Alors, quelques pistes un petit peu maintenant pour réfléchir à cette coopération, et on regardera des sites internet pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc, être dans des réseaux locaux. Hein, souvent, dans beaucoup de pays, hein, il y a des réseaux d'ONG, des réseaux de collectivités locales, et il me semble qu'il est important que vous soyez dans ces réseaux-là, que vous fassiez connaître,
et cela demande d'avoir une vie associative à jour, hein, avec des comptes rendus de réunion, la tenue des comptes à jour, etc. Ça passe aussi par se faire connaître par les réseaux locaux, par les réseaux également étrangers en France, hein, comme le réseau de France volontaire, comme les collectivités territoriales qui agissent dans vos pays, etc. Et c'est également, pourquoi pas, hein, prendre contact avec des migrants, hein, qui sont originaires de votre territoire, de votre ville ou de votre région, et de voir si en particulier en France, si ces migrants ne peuvent pas soutenir une thématique, une région particulière, un village particulier, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle le Forim, hein, qui est une organisation française qui appuie les migrants dans leurs projets en relation avec leur pays d'origine. Et dans chaque région française, enfin dans beaucoup de régions françaises, il y a également les collectifs, hein, les COSIM, hein, les collectifs d'organisations issues des migrations, qui mobilisent également les migrants sur les territoires, mais on y viendra tout à l'heure. Et d'où l'intérêt donc d'identifier, hein, les partenaires existants dans votre zone, dans votre quartier et dans votre village, et d'identifier aussi, pourquoi pas, des partenaires étrangers qui viendraient, ou des touristes, hein, parfois, qui viennent dans vos pays et puis qui à un moment donné vont découvrir une réalité, vont être accompagnés par votre association et qui à leur retour vont soutenir votre projet, soit en créant une organisation, soit en se rapprochant d'une organisation parce qu'elle intervient dans votre pays, dans votre quartier, dans votre village, dans votre région, sur les mêmes thématiques, etc. Et donc, cet acteur peut se rejoindre, se rapprocher d'eux. Je vais arrêter le diaporama pour maintenant aller sur les sites internet. Donc voilà. Hop, je le remets. J'espère qu'il va ouvrir. Oui. Alors, un des premiers sites, hein, c'est ce qu'on va appeler le site de Resacop. Alors, Resacop, c'est un réseau régional d'appui à la coopération internationale. Je vais prendre un exemple pour vous montrer. Donc, dans cette rubrique, plateforme, non, pardon. Ici, nos partenaires nationaux, vous aurez la liste, hein, des différents réseaux régionaux multi-acteurs en France. Il y en a à peu près une dizaine. Mais si vous voulez savoir quelles sont les organisations qui interviennent dans votre région, vous cliquez ici sur base de données. Vous pouvez choisir un domaine de coopération. Par exemple, si je prends, je sais pas moi, si je prends l'environnement, par exemple, je vais voir qu'il y a, est-ce que ça me le met? Ça devrait me le mettre, qu'il y a un nombre important de projets qui sont, mais il faut que je choisisse aussi le pays. Donc, je vais choisir un pays. Donc, je sais pas, hein, quel est le premier pays? Le Burkina Faso, hein, qui est le premier pays peut-être qui apparaît ici. Et là, je ne vais pas choisir, mais vous pourriez choisir quel type d'organisation. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un comité de jumelage ou une commune, etc. Alors, quand on parle de comité de jumelage, c'est souvent des collectivités territoriales qui ont des coopérations. Et là, vous voyez qu'il y a énormément de projets, hein, 34 projets, voilà, je cherchais qui dans cette région-là sont au Burkina Faso. Et si on clique, je sais pas moi, on va essayer d'en trouver un, je sais pas. Par exemple, Lyon, voilà, le comité de jumelage, donc Grigny-Coupéla, qui est une ville dans la région lyonnaise. Hein, vous voyez qu'elle a quatre projets de coopération au Burkina Faso. Donc, il suffit, dans différents domaines, éducation, santé, environnement et autres. Et il suffit de cliquer un petit peu sur les liens pour savoir qui fait quoi dans cette zone. Et puis, vous avez également les numéros de téléphone et les courriels et les sites Internet qui vous permettent d'approfondir un petit peu les acteurs, hein, de cette ville, hein, qui interviennent
au Burkina Faso. J'aurais pu prendre un exemple également pour une association. Hein. Donc voilà un exemple hein, de comment, par un réseau régional multi-acteurs français, vous pouvez identifier quelles sont les organisations de votre pays qui interviennent dans votre pays, voire même sur une thématique proche de la vôtre et qui pourraient intervenir dans votre village, quartier, ville ou région. Un autre exemple, c'est tout à l'heure je vous parlais des migrants. Donc c'est le ça ne veut pas me le prendre. Tout à l'heure, ça, j'ai déjà eu un petit souci. Bon, c'est pas grave. Je vais réessayer, mais sinon, je vous l'expliquerai. Donc, voilà, vous allez sur le site du Forim, comme vous voyez, c'est www.forim.net, et vous recherchez la liste hein, des membres du Forim. Vous verrez qu'il y a des différentes organisations des différents pays, et également les COSIM, qui sont des émanations, on va dire, dans les différentes régions françaises. Je vous conseille vivement de prendre contact avec ces organisations-là, car elles viennent, hein, ces militants viennent régulièrement dans vos pays, hein, dans vos régions. Et ils viennent rencontrer des projets qu'ils financent eux-mêmes. Et s'ils viennent dans votre ville ou votre région, ça sera intéressant de prendre contact avec eux, voir, comme je vous le disais tout à l'heure, d'essayer d'identifier s'il y a des migrants de votre ville hein, qui sont là et qui pourraient être intéressés par vos coopérations. Un autre site qui est important, c'est également le site hein, des ambassades de France. Sur les ambassades de France, il y a souvent, là j'ai pris toujours le Burkina Faso, il y a la liste hein, des services. Donc il faut que vous regardiez plutôt les services hein, de coopération et d'action culturelle. Alors, il y a des ambassades de France qui mettent le nom des conseillers d'action, de coopération et d'action culturelle. Il y a des ambassades qui ne le mettent pas. Mais généralement, le login des conseillers des ambassades, c'est le prénom, point, le nom de famille, arrobase, diplomatie, avec un e.gouv.fr. Il est important de vous faire connaître également auprès des ambassades de France qui sont dans vos pays parce que on demandera toujours aux ambassades si elles vous connaissent, hein, quand il y a des financements, si elles sont en relation avec vous. Et puis, certaines ambassades ont également des financements à destination des acteurs locaux. Et puis, ce qui est également très important à identifier quand vous êtes en coopération avec des acteurs français, c'est d'identifier quels sont les axes de coopération qui existent entre la France et votre pays. Et ça, vous le trouverez sur le site des ambassades de France, généralement dans la rubrique services de coopération et d'action culturelle. Et là, bon, je vous invite chacun d'entre vous à aller voir les sites des ambassades de France qui vous permettront également d'identifier également qui fait quoi. Sur les sites des ambassades également, parfois, il y a la liste également des ONG, hein, des ONG étrangères, françaises en particulier, qui interviennent dans votre pays. Et ça peut être également une manière de rentrer en contact avec elles. Un autre élément qui est le réseau des espaces volontariat. Hein, les espaces volontariat, alors je vais essayer de le retrouver. Alors je croyais que je l'avais mis tout à l'heure, mais ça a dû changer. Alors excusez-moi, je vais essayer de retrouver. Écoutez, je vais marquer Sénégal cette fois pour changer. Oups, Sénégal, voilà. Alors, est-ce que j'ai France volontaire au Sénégal? Alors, attendez, non, c'est pas ça.
Bon, ben, je le retrouve pas. Tout à l'heure, je l'avais mis en ligne et il n'y est plus, donc c'est pas grave. Alors, il y a des espaces, hein, dans plusieurs pays, il y a des espaces volontariats. Alors, les espaces volontariats, ce sont des lieux qui permettent aux volontaires français de se retrouver, de rencontrer les professionnels sur place. Parfois, les professionnels sur place organisent des temps d'accueil en partenariat avec les réseaux jeunesse des pays pour l'accueil des étrangers. Et ces réseaux, parfois aussi, accueillent ou dirigent, hein, des jeunes qui vont faire qui vont s'engager sur du plus long terme dans des ONG sur place. Et ça aussi, c'est une manière, hein, de rencontrer des acteurs français, parce que parfois votre ONG peut solliciter un volontaire français qui va venir intervenir dans un cadre bien particulier. C'est ce qu'on appelle le volontariat de solidarité internationale. Il y a également un autre dispositif, mais qui est un petit peu différent, qui est le service civique à l'international, où des jeunes Français vont être dans le pays pour des durées plus ou moins longues. Et c'est toujours intéressant de les rencontrer, voir pourquoi pas, si votre ONG en a la capacité d'accueillir ces jeunes-là, car ça peut permettre de rentrer en contact. Alors, je vous invite fortement à rentrer en contact également avec les espaces volontariats de vos différents pays. Alors, il en existe quasiment dans tous les pays, ou parfois il peut y avoir un espace pour 2 pays, mais bon, ça c'est à voir directement sur le site. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu ces différents domaines. Alors, je ne sais pas, est-ce que les personnes qui sont connectées, est-ce qu'elles auraient une question à me poser? Donc, voilà, je ne sais pas. Est-ce que, dites-moi dans le chat, hein, si vous avez une question, ou si vous avez la caméra, vous pouvez également mettre la caméra. Je crois qu'il n'y a que moi qui vois, en tout cas, les messages, hein, qui sont postés, les chats qui sont postés, et je crois aussi les personnes qui sont en visioconférence. Il n'y a que moi, je crois, qui doit les voir. Non, il n'y a pas de questions. Bon, très bien. Donc, j'espère que j'ai essayé de vous donner quelques clés pour mieux engager ou renforcer votre partenariat. Voilà, je reste à vos dispositions sur mon site internet, hein, vous allez sur ma page Facebook, hein, ou sur la chaîne YouTube, il est également indiqué. Je suis à votre disposition pour continuer à échanger avec vous autour de ces éléments-là. Je suis également à votre disposition pour échanger avec vous sur des renforcements des compétences de vos cadres et bénévoles, mais aussi sur toute autre demande, hein. Je conseille régulièrement différents acteurs qui ont diverses questions à me poser. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je vous donne rendez-vous à une prochaine causerie. Je mettrai peut-être un lien Internet sur Facebook, ou en tout cas un sondage sur Facebook avec différentes propositions de thèmes. Et puis, voilà, et en fonction du nombre de voix, je dirais, ça sera peut-être une des prochaines causeries, si vous pensez que cela vous a été utile. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction d'où vous regardez, et je vous dis à bientôt. Au revoir.